Alors, on va rentrer dans un aspect un peu plus concret. Et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé ce matin et que je trouve important de souligner, autour de la question de l'implication des médiathèques dans la promotion du livre, dans leur positionnement par rapport aux outils, puisque la loi qui est actuellement en projet et qui a été votée au Sénat, qui doit encore faire l'objet d'un examen en commission entre les deux chambres, devrait nous y aider, puisque l'article 9 ter de ce projet de loi a été réintroduit par les sénateurs, et on les remercie, autour d'un encouragement à promouvoir l'utilisation, je cite, des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement de l'achat ou de l'utilisation de tout ou partie de leur système d'information. Donc, gageons que dans les années à venir, nous aurons les moyens de développer ces logiciels, d'avoir accès à des offres peut-être davantage calibrées en termes de fonctionnalité et des nouvelles formes de services aussi à proposer aux utilisateurs. Donc, pour l'introduction de cette séquence autour de la constitution des collections, qui est un sujet qui n'est pas nouveau, qui a une très longue et forte histoire en bibliothèque, je voulais simplement vous apporter quelques points de repère très insipients, vous le verrez, autour de cette réflexion concernant la constitution des collections. Alors, là, en l'occurrence, plutôt libre de droit en bibliothèque, qui nous plonge tous, en tant que professionnels de l'information, que nous soyons dans une position de producteur, de valorisation, de collection numérique, ou acquéreur, sélectionneur, dans une logique de choix, j'y reviendrai, dans des logiques de pure politique documentaire, à savoir pourquoi, pour qui et pour quel usage, qui est le titre de cette séquence. Alors, nous évoluons tous, et en tant que professionnels en particulier, dans un contexte de très forte mobilité de nos usagers qui veulent tout de suite, très rapidement, et qui néanmoins souhaitent être autonomes, mais disposer de points de repère dans une offre qui est abondante, voire surabondante. Et dans ce contexte, nous avons tout notre rôle à jouer. Donc, les collections libres de droit, dans ce contexte, s'inscrivent dans les collections, alors, forcément hybrides maintenant, des bibliothèques, à savoir à la fois imprimées et dématérialisées. On a vu que la complémentarité était souhaitable, elle est généralement souhaitée, et non, l'imprimé n'est pas mort. Je dis souvent, puisque j'interviens aussi sur des problématiques d'innovation et de collection dématérialisée, de nouveaux usages, et parfois même de réalité augmentée, nous restons ancrés dans des lieux physiques avec une interaction à notre environnement qui reste matérielle. Donc ce rapport à l'objet livre, ce rapport au contenu extrêmement matérialisable reste très important. Et jamais, ce qui fait notre force, nous n'oublions la qualité des contenus et des formats, et les collections libres de droit n'échappent pas à cette réflexion lorsque nous nous penchons sur ces questions. Donc c'est Bertrand Calange que je suis d'abord assez naturellement allée consulter dans l'un de ses derniers ouvrages qui est paru en 2008 et qui s'appelle donc Bibliothèque et politique documentaire à l'ère d'Internet, ouvrage dans lequel il rappelle un certain nombre de notions qu'il avait déjà abordées dans des ouvrages précédents qui datent des années 90. Et il place la collection, donc c'est une notion qui est ancienne, en la définissant comme un objet dévolu à un usage collectif relevant des politiques publiques. Et il insiste sur le fait que l'acte d'acquisition, l'acte d'actualisation de cette collection est marqué par une sélection qui reflète un ensemble de choix. Et là, nous avons toute notre place à prendre dans un processus qui n'est pas intellectuellement différent selon les droits qui sont associés à ces contenus, à leur mode d'accès ou à leur format. Et concernant les collections libres de droit, le fait que
le critère du coût d'acquisition ne soit pas actif, en quelque sorte, rend même ce processus plus important et parfois plus subtil, sachant que acquérir des contenus libres de droit qui pourront être diffusés très facilement n'occulte pas toutes les questions qui sont liées au traitement, au signalement, à la valorisation que nous avons à produire et en tout cas encourager autour de nos collections. C'est la raison pour laquelle je vais me faire donc l'écho de l'initiative. Alors, j'ai parlé de l'acquisition, mais aussi d'un producteur d'information, puisque c'est vraiment l'expérience des médiathèques, de la médiathèque de Rochefort, qui a décidé de se lancer dans la production d'une forme éditoriale nouvelle pour valoriser ses collections, dans une logique de forte sélectivité, puisqu'ils ont dû effectivement choisir les collections qu'ils allaient mettre en avant. Et nous aurons la possibilité d'aller regarder ce que le directeur de la médiathèque de Rochefort nous en dira dans une petite vidéo que je serai en mesure de vous projeter. Alors, la collection à l'heure d'Internet se présente, dit Bertrand Calange, comme un ensemble d'opportunités. Je trouve cette expression à la fois très juste et très poétique, qui associe à la fois les documents, leur mise en offre et l'assistance portée à leur appropriation. Dans l'enseignement supérieur, on parle parfois de guidance, donc ça va encore au-delà. Et cette collection, dit Bertrand, et on terminera par là, ne prend vie que par ses publics. Donc, quel que soit le mode d'accès, le mode d'acquisition, les modes de création de ces collections, constituer une collection libre de droit en particulier, c'est donc la possibilité pour nous de multiplier ces opportunités qui sont présentes au public et d'octroyer à ces contenus qui sont mis en offre, une très belle expression là encore, une visibilité accrue et parfois une forme de pérennité, puisque les producteurs de ces contenus n'ont parfois pas toujours les moyens de leur assurer un archivage, si ce n'est pérenne, au moins sécurisé de moyen terme. Donc en bibliothèque, quand on parle de moyen terme, on est de l'ordre de la décennie tout de même. Alors, sur la question des publics, justement, il y a aussi toute la question de l'offre de services qui va être associée à ces collections. Services dans les espaces physiques pour les différents publics, mais aussi les fonctionnalités d'une ou de plusieurs interfaces qui sont interrogeables sur place ou à distance et sur différents types de dispositifs. Donc, l'aspect libre de droit de collection qui pourrait être mis à disposition via ces canaux ne nous rend pas étrangers à nos rôles de médiation, à nos rôles d'accompagnement, à cette guidance que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, comme pour les collections onéreuses, nous réfléchissons de manière vraiment large à des possibilités d'alerte, des possibilités de sauvegarde personnalisée pour les utilisateurs, des fonctionnalités sociales et de partage qui se sont beaucoup développées ces dernières décennies en particulier, depuis une quinzaine d'années. Une forme d'enrichissement aussi avec la possibilité de déposer des avis, des commentaires, des compléments d'indexation en langage naturel, des formes de recommandation entre lecteurs, mais aussi des événements et des espaces dédiés dans la bibliothèque. Et associé à cet ensemble de services, évidemment, la question du signalement des ressources libres se pose. C'est une question qui se pose aussi pour les ressources onéreuses qui sont acquises notamment par grand bouquet. Comment valoriser cette masse terrible. Guillaume Hatz, donc, qui est responsable du service informatique des bibliothèques municipales de Grenoble, a réalisé une synthèse dans la boîte à outils, donc parue aux presses de l'ANSSI, numéro 29, qui s'appelle « Intégrer des ressources numériques dans les collections ». Et il indique dans sa synthèse qui s'appelle « Signaler et valoriser en lecture publique » les différents outils disponibles, de la simple liste de liens, très ancienne maintenant, à une forme de matérialisation dans les espaces publics de ces collections, donc des animations, des flyers, des affiches,
la matérialisation en rayon. J'ai assisté dernièrement à une journée d'études dans laquelle on parlait de livres zombies, donc des blocs matériels sur lesquels était apposée la couverture de l'ouvrage et qui permettaient de faire visualiser l'offre à nos usagers dans les espaces physiques. Et certains de ces outils s'appliquent également aux documents matériels, notamment toute forme de signalement éditorialisé par les bibliothécaires, toutes les formes de chroniques, les avis, les fameux coups de cœur, les commentaires qui sont très courus par les lecteurs, qui attendent encore une fois des points de repère dans la masse, une forme de signalement dans nos catalogues, et on n'y reviendra jamais assez, jusqu'à une exposition des métadonnées qui peuvent être vraiment riches dans le cas du libre, qui permettent d'améliorer les résultats de la recherche unifiée. Et donc j'en terminerai par un petit paragraphe de Xavier Gallo, que vous connaissez comme nouveau président de l'ABF. Il écrivait en 2012 en tant que directeur de la bibliothèque départementale du Haut-Rhin, dans une autre boîte à outils, donc la boîte à outils numéro 29, qui s'appelle « Développer la médiation documentaire numérique ». Donc je le cite en entier parce que je trouvais que tout ce qu'il disait dans ce paragraphe était intéressant. Donc, nous devons d'une part devenir excellents en termes de métadonnées, sous peine d'être invisibles sur Internet, et d'autre part excellents dans l'accompagnement des usagers. Sinon, ils se passeront de nous au risque d'un appauvrissement, ça me fait tellement mal au cœur que j'ai du mal à me dire, d'un appauvrissement dans l'ouverture et l'appropriation de la culture, qu'il soit perdu dans les méandres du web et se contente des premières pages de réponse de Google portant sur la culture dominante, donc je sais que vous savez d'aller toujours, soit qu'il soit sous l'emprise d'acteurs marchands les renvoyant uniquement vers ce qui est rentable à court terme. Et donc ça fait très bien écho à ce qui était dit en conférence inaugurale. Et donc, j'en terminerai par là. Constituer une collection libre de droit, c'est pour nous renvoyer vers des contenus ou des formats qui peuvent être méconnus aux frontières de cette culture dominante non rentable à court terme. Et je vais immédiatement continuer avec l'expérience unique du projet éditorial piloté par la médiathèque de Rochefort, dans une logique vraiment très liée à la valorisation de leur fonds patrimonial, liée à l'histoire maritime de Rochefort, au voyage, à l'Océanie, à Pierre-Loti et à la construction navale. Donc c'est à Olivier Desgranges que je vais laisser le soin de manière dématérialisée de vous parler de ce projet. Dans une interview qui a été réalisée en 2015 dans le cadre de l'émission Un livre, un jour. À l'origine du projet des éditions numériques Transbordage, il y a le fait que la médiathèque de Rochefort conserve un fonds patrimonial très riche, comme beaucoup de bibliothèques publiques en province. Donc on a quelques trésors du patrimoine écrit à valoriser. Et le constat que nous faisons depuis plusieurs années, c'est que les bibliothèques valorisent en général leurs fonds via des expositions ou via de la numérisation, pour ensuite mettre les fichiers en ligne et que les fichiers soient moissonnés par Gallica. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qu'il faut continuer à faire. Simplement, il faut des moyens pour le faire. Numériser des fonds de manuscrits, ça coûte cher. Les bibliothèques des villes moyennes ou des petites villes, souvent, n'ont pas les moyens. Donc nous, on s'est dit, on a des textes qui sont vraiment intéressants à proposer, qui sont inédits, qui pour certains sont libres de droit. La ville possède les droits patrimoniaux sur ces textes-là, donc pourquoi ne pas chercher un moyen de les valoriser, de les publier, de les faire connaître différemment. Et en faisant ce constat, on s'est aussi aperçu que les outils gratuits avaient proliféré sur Internet et permettaient aujourd'hui de fabriquer des livres au format e-pub de façon très simple, moyennant quelques heures de formation et d'apprentissage. Donc on s'est lancé un petit peu là-dedans pour bricoler, pour voir ce que ça donnait. On en a fait un premier.
L'idée a plu à nos élus qui nous ont ensuite demandé d'aller au bout de la démarche et donc de créer vraiment une petite maison d'édition numérique adossée au fond de la médiathèque d'abord, avec comme idée de publier quelques textes par an au format e-pub, de les diffuser via notre site et éventuellement via des plateformes commerciales qui sont aussi un bon moyen de diffuser des textes. Pour l'instant, on est vraiment sur de la diffusion gratuite puisque, encore une fois, textes patrimoniaux dont le but est plutôt qu'ils soient connus, donc on ne va pas mettre des barrières tarifaires devant des textes qui sont déjà parfois difficiles à faire connaître. Mais en revanche, oui, il y a tout à fait cette possibilité de développer des choses payantes et notamment, ce qu'on n'a pas fait jusqu'alors, on a publié des textes, je dirais, bruts, hein, c'est des e-pub textes, mais évidemment, ce qui est intéressant avec le livre numérique, c'est le livre enrichi, c'est des livres qui embarquent du son, qui embarquent de la vidéo, qui embarquent de l'image. Donc là, c'est plutôt ce champ-là, nous, qu'on aimerait exploiter pour valoriser, pour publier des catalogues d'exposition en lien avec les très riches collections locales, puisqu'il y a énormément de musées dans la région qui sont très prestigieux, il y a des musées nationaux, etc. Donc c'est aussi un outil qu'on a pensé dans ce sens-là. Parce que publier un catalogue avec un éditeur, ça coûte cher. Les éditeurs, souvent, ils ne veulent pas s'engager ou ils demandent aux collectivités de financer le catalogue. Les collectivités, souvent, n'ont pas les moyens, ne veulent pas le faire. Et donc, des expositions très très riches qui laissent quasiment pas de traces, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc là, le numérique permet ça. On n'a pas le projet d'aller au-delà, intellectuellement parlant, de notre territoire et de la valorisation de notre territoire, mais on ne va pas non plus chercher à faire du terroir ou du local ou quelque chose, vous voyez, qui n'aurait un intérêt que strictement local. Par exemple, un des 3 textes qu'on a publiés pour lancer les éditions Transbordage, c'est un long poème de Claude Margat qui s'appelle Guerre d'harmonie. Claude Margat, c'est un auteur qui a un lien fort avec Rochefort, mais qui est loin d'être un auteur local. C'est au contraire un auteur tout à fait universel, puisqu'il a un parcours d'écriture depuis une trentaine d'années. Il a publié des romans chez Flammarion, des essais à la différence. Il a beaucoup voyagé en Chine, etc. Donc il nous a offert ce petit texte pour nous aider un peu à nous lancer, mais c'est pas du tout un texte local au sens des romans du terroir, quoi. Donc on n'a pas non plus... on n'est pas sur ce domaine-là non plus, mais voilà, il faut qu'il y ait toujours ce lien quand même avec le territoire, même s'il est ténu ou s'il est un peu détourné. Transbordage, c'est ce que ça signifie pour nous. Bah, d'abord, ça évoque le contexte maritime qui est propre à notre territoire. C'est aussi la notion, donc c'est un mot qui a été utilisé par la marine dans le domaine maritime au XIXe siècle principalement, et qui signifie passer quelque chose d'un navire à un autre ou débarquer quelque chose à terre depuis un navire. Donc il y a cette notion de passage qui pour nous est importante puisqu'il s'agit souvent de transformer des textes anciens sous la forme numérique. Donc il y a cette notion de transborder, transvaser, transformer quelque chose qui est au cœur du projet. Et puis bon, au transbordage, il y a un petit clin d'œil aussi au transbordeur, qui est un des monuments symboliques de Rochefort. Voilà, donc c'est aussi un petit jeu de mots. Donc pour compléter, parce que je suis également allée me renseigner sur le site donc, de la médiathèque de Rochefort, qui propose un ensemble d'indications sur les collections et le patrimoine écrit en particulier. Donc je pourrais vous y rendre si vous êtes curieux. Il y a une petite présentation de ces éditions. Quelques éléments de contexte avant de passer la parole à notre intervenant suivant et de voyager jusqu'à Montpellier. Donc la médiathèque de Rochefort dessert une population d'environ 26 000 habitants. C'est une médiathèque qui a été entièrement rénovée après le passage de la tempête Xynthia, ce qui fait que ses équipements sont extrêmement modernes. Et le premier titre mis en test pour cette collection
l'a été via l'équipement de Pirate Box de la bibliothèque. Donc, je rappelle, Pirate Box ou Bibliobox ou Sharebox, selon les endroits. Donc c'est une borne Wi-Fi et un serveur sur lequel on peut télécharger librement des contenus. Et c'est un service qui était proposé à la médiathèque de Rochefort et qui a servi de tremplin au tout premier titre de ce que sont devenues les éditions Transbordage. Et suite au succès de ce premier téléchargement qui était centré sur des écrits de voyage de Pierre Loti, la bibliothèque a séduit ses élus et continué ce travail avec d'autres collections. Et apparaître au 1er juin m'a signalé Olivier Desgranges un ouvrage sur les tatouages maoris, donc ouvrez-le. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соединяйте.